Lecture du CTMU de Christopher McLennan, un nouveau type de théorie de la réalité. Et on a déjà fait le résumé, et là on va faire l'introduction. Parmi les développements scientifiques récents les plus intéressants, il y a la théorie de la complexité, la théorie des systèmes auto-organisants et l'incarnation moderne de la théorie de la conception intelligente, Intelligent Design, qui étudie la profonde relation entre l'auto-organisation et la biologie évolutionnaire dans un contexte scientifique non fermé à la causalité téléologique. Donc c'est écrit en 2002, donc c'est des théories de l'information, des théories de comment s'organiser, comment émerger le monde, et les relations entre l'évolution, la biologie évolutionnaire et l'organisation de systèmes en systèmes intelligents. Et donc ce que Langan trouve intéressant, c'est ces théories qui sont aussi pas fermées à l'idée qu'il y aurait une téléologie, c'est-à-dire un but, une évolution du simple vers le complexe aussi guidée par des buts. Par contre, le réductionnisme physique traditionnel des sciences dures, la théorie de la complexité donne naissance à une nouvelle tendance, le réductionnisme informationnel, selon laquelle le fondement de la réalité n'est pas matière-énergie, mais information. Donc tout serait information d'après ce réductionnisme physique traditionnel. Malheureusement, cette nouvelle forme de réductionnisme est aussi problématique que l'ancienne. Aussi problématique que le réductionnisme physique, tout serait des particules. Comme l'écrit le mathématicien David Berlinski à propos des aspects matériels et informationnels de l'ADN, nous savons ce qu'est l'ADN. C'est une macromolécule et donc un objet matériel. Nous savons très bien ce que cela donne. Apparemment, tout. Apparemment, l'ADN fait tout. Donc les deux côtés de cette équation sont-ils en équilibre? Question rhétorique. Ça paraît pas en équilibre. Là. C'est pas la macromolécule ne semble pas suffisante pour expliquer tout ce que l'ADN est capable d'engendrer. Plus généralement, Berlinski fait remarquer que puisque l'information contenue dans une chaîne d'ADN ou de protéines ne peut affecter la dynamique matérielle de la réalité, sans être lue par un transducteur matériel, l'information n'a pas de sens sans matière. Ce qui n'est pas les ribosomes ou tous la biologie qui transforme l'ADN en protéines et fonctionne dans des organismes. Bah, l'ADN qu'on pourrait réduire à de l'information, vous avez juste une information qui devient primaire pour créer les hommes, pour créer toute la vie. On voit que sans matière, en fait, l'information n'arrive pas à s'implémenter, à émerger. Donc la réduction informationnelle ne semble pas suffisante. La relation entre la relation entre réductionnisme physique et informationnel est révélatrice. Elle reflète directement le dualisme esprit-matière cartésien, source de plusieurs siècles de controverses philosophiques et scientifiques sur la nature de la réalité profonde. Tant que la matière et l'information restent séparées, les spécialistes, considérant l'un comme primaire et reléguant tacitement l'autre au statut de secondaire, le dualisme reste en vigueur. Donc, dualisme cartésien, l'esprit qui est le siège de l'âme, et on va dire la matière qui est le siège de tout le matériel physique est régulé par des lois qu'on connaît de manière scientifique. C'est aussi un miroir de l'information crée le même problème de dualisme, où quand les spécialistes pensent que tout est information et qu'ils relèguent la matière en fait à quelque chose de secondaire, ils laissent ce potentiel de dualisme qui va créer deux domaines séparés de connaissances qui doivent être rassemblés. Donc dans cette mesure, l'histoire ne fait que se répéter. Là où l'esprit et la matière se disputaient autrefois le statut principal, la matière concrète rivalise maintenant avec des informations abstraites représentant de manière abstraite la matière et ses relations étendues. Donc même si on parle plus d'âme et qu'on parle d'objets qui émergent, de complexité qui émerge par de molécules, il y a toujours ce dualisme entre est-ce que la molécule c'est l'information, c'est l'ADN, est-ce que l'organisme biologique
humain, c'est l'ADN, ou est-ce que c'est la matière elle-même qui porte cette information, qui s'agence cette information? Il y a comme il y avait l'âme et la matière, avec l'âme qui était de la philosophie, même de la religion, avec l'âme humaine qui est derrière, qui est un peu avec le théâtre cartésien, avec l'esprit qui regarde le monde physique. Même si on a ces théories modernes de complexité, on a toujours cette dualité avec maintenant, est-ce que c'est l'information qui est implémentée dans la matière qui génère la matière, ou est-ce que c'est la matière qui s'organise en information? Voilà, deux pôles en fait qui restent et qui font qu'on n'a pas avancé selon Langan, même si on a ces nouvelles théories. Et tandis que l'abstraction formelle et la descriptivité de l'information semblent donner un compromis louable entre esprit et matière, le commentaire de Berlinski montre son insuffisance en tant que substitut conceptuel. Ce qui est maintenant requis, et ce qu'il a été tout du long, un cadre conceptuel dans lequel la relation entre l'esprit et la matière, la cognition et l'information est explicitée. Ouais, il y a une séparation entre deux aspects de la réalité, matière, information, esprit et matière, et donc ils font un cadre qui explique comment tout ça interagit et quelle est la relation entre les deux. Ce cadre doit non seulement permettre d'achever la dissolution constante progressive du diviseur cartésien esprit-matière, mais également de construire un pont logique praticable au-dessus du fossé explicatif résultant. Il faut passer par-delà donc la dualité esprit-matière, mais arriver à créer une relation qui est explicative, qui ne crée pas en fait un mystère, le mystère de l'esprit d'un côté, la matière de l'autre. Et ça me fait penser un peu à Spinoza avec les sortes de parallélisme. Il y a le matériel et différentes dimensions et l'esprit qui fonctionnent de manière parallèle parce que tout est déterminé. Mais il y a une sorte de falsificatif de pourquoi les deux interagissent ensemble. Et la théorie de Langan va les mettre de manière fonctionnelle, va les coupler en fait les uns les autres. Mathématiquement, le cadre théorique de la théorie de la conception intelligente se compose de certains principes définitifs régissant l'application de la complexité et de la probabilité analyse de deux attributs essentiels des phénomènes évolutionnaires. La complexité irréductible et la complexité spécifiée. Donc là, on plonge un peu dans le concept de la théorie de la complexité. D'une part, étant donné que les mathématiques de probabilité doivent être interprétées causalement pour avoir une signification scientifique, et que les probabilités sont donc expressément relativisées par rapport à des scénarios de causalité spécifiques, il est difficile d'attribuer des probabilités définies à des états évolutionnaires dans un monde ne prenant pas en charge la reconstruction et l'analyse détaillée des voies causales spécifiques. D'autre part, poser l'improbabilité absolue d'un état évolutionnaire implique ultimement la spécification d'un modèle absolu, global intrinsèque, par rapport auquel il est possible de déterminer des écarts probabilistes absolus. Donc là, on étudie les probabilités dans leur capacité à expliquer scientifiquement le monde, et on voit qu'il y a c'est une probabilité qui fait sens dans des scénarios dans lesquels on peut mesurer des probabilités. Et s'il y a une probabilité absolue que quelque chose existe, il y a 1% de chance que cette situation existe absolument, il faut un cadre, un cadre spécifique, un cadre dans lequel exprimer cette probabilité. Quelques réflexions suffisent pour nous informer de certaines de ses propriétés. Il doit pouvoir être déduit rationnellement de principes a priori. Donc là, on parle de la théorie de Langan. Rationnellement de principes a priori et essentiellement tautologique par nature. Il doit en quelque sorte identifier matière et information.
Donc matière, information doivent être pour avoir des probabilités, pour avoir ces théories de la réalité. Donc, il y a une déduction qui doit être rationnelle pour donner le cadre dans lequel l'intelligibilité va se développer. Et il y a, plus que cette intelligibilité émerge avec information et matière, il faut qu'il y ait une identification à un certain niveau de la matière de l'information, et doit éliminer le faux significatif entre les aspects mentaux et physiques de la réalité. Donc ça, c'est avec le parallélisme, puisque nous sommes, des modélisant la réalité, il y a aussi un gap entre nos aspects mentaux et la réalité physique qui doit être donné pour avoir une théorie de la réalité cohésive. En outre, conformément au nom de ce qui doit être modélisé, il doit intégrer de manière significative les concepts d'intelligence et de conception, décrivant l'univers comme un système intelligemment autoconçu et auto-organisé. Donc là, c'est l'intelligence doit émerger, même si on va dire que l'intelligence émerge de manière aveugle dans ce monde qui se génère, qu'on va modéliser. Il y a ces concepts d'intelligence et de génération aussi, de conception de cette intelligence qui doivent être spécifiés. Je vais juste bien. J'ai un doute sur complexité irréductible et complexité spécifiée. C'est sans doute quelque chose à rechercher que je parcours ce document de manière ouverte et de manière basée sur mon expérience avec le CTMU. C'est deux concepts que j'aurais aimé pouvoir expliquer plus en détail. Et je suis pas sûr de leur application exacte. Je pense que complexité spécifiée, c'est une fois qu'on a un modèle déjà de causalité, on va pouvoir avoir une complexité qui émerge à partir de ça. Irréductible, c'est peut-être pouvoir avoir une théorie de l'évolution pour avoir la complexité. Et il faut avoir des véhicules qui vont permettre d'implémenter ce développement de complexité. Et il y a une complexité irréductible dans le fait qu'il faut avoir ce véhicule de base, ces protéines, cet ADN ou ces composants de base chimiques qui vont permettre ensuite la complexité. Mais je ne sais pas si c'est exactement ça à quoi ça fait référence. Comment peut-on procéder pour générer une telle théorie de la réalité? Donc il y a beaucoup de choses. Il y a l'esprit, la matière, l'information, la matière. Donc ce que Langan propose, c'est en un mot avec le langage. Ça ne signifie pas simplement que le langage devrait être utilisé comme un outil pour analyser la réalité, car ça a déjà été fait d'innombrables fois avec des degrés variés de succès. Donc, le langage, c'est vraiment l'outil du philosophe pour analyser, pour dévoiler la réalité dans certains langages, mais donc Langan nous dit que c'est pas ça qu'il propose. Cela ne signifie pas non plus que la réalité devrait être considérée comme un langage machine fonctionnel fonctionnant dans une sorte de vaste ordinateur. Donc c'est pas une théorie non plus de la matrice où il y a un langage qui tourne sur une grosse machine. Cela signifie utiliser le langage comme un paradigme mathématique en soi. Donc c'est une structure mathématique en soi, comme il y a des x, comme il y a des nombres. Le langage devient une structure mathématique. De toutes les structures mathématiques, le langage est la plus générale, la plus puissante et la plus nécessaire. Non seulement chaque théorie formelle ou fonctionnelle de science et les mathématiques est par définition une langue, mais la science et les mathématiques dans leur ensemble et leur somme sont des langages. Tout ce qui peut être décrit ou conçu, y compris toute structure, processus ou loi, est isomorphe à une description ou une définition, et donc qualifiable
comme un langage. Et chaque créature sensible affirme constamment la structure linguistique de la nature en exploitant l'isomorphisme syntactique pour percevoir, conceptualiser et se référer à elle. Donc là, c'est une explication pourquoi le langage c'est un paradigme mathématique général par le fait que toutes nos théories scientifiques sont exprimées avec des langages où les objets peuvent devenir des signes, on pose avec le langage des relations, et ensuite ça représente une théorie qui peut être adaptée avec un modèle, qui peut s'appliquer avec un modèle à la réalité. Et donc il y a un isomorphisme entre le langage, qu'est-ce qu'on peut décrire sur la réalité, et le langage, parce que tout finalement devient tout s'exprime, dont les mathématiques, comme des langages, et même la perception, là où le langage peut être compris juste comme l'expression d'une idée interne, mais même la perception, elle a un aspect linguistique, parce que il y a une structure de la perception qui est une forme de syntaxe constante, pour percevoir visuellement, pour toucher, pour n'importe quel. Il y a une constance, une structure constante dans cette perception, qui est une structure qu'il faut comprendre comme une structure linguistique, une syntaxe particulière, que les êtres sensibles peuvent utiliser pour interagir avec la réalité, pour la modéliser, pour percevoir cette réalité. Donc, le langage est vraiment une structure très générale, et donc c'est la matière qui est utilisée par Langan pour poser en fait toutes les relations qu'on veut avoir entre cet esprit, matière, information, loi. Et voilà. Même la cognition et la perception sont des langages basés sur ce que Kant aurait pu appeler syntaxe phénoménale, avec la logique et les mathématiques parmi ses ingrédients syntactiques les plus fondamentaux. Le langage définit la structure même de l'information. C'est plus qu'une vérité empirique, c'est une nécessité rationnelle et scientifique. Voilà, donc là, c'est important de comprendre que quand Langan parle de langage, ce n'est pas simplement un langage très haut niveau de type humain, qui ensuite, les mathématiques, c'est plus des langages. Non, Langan dit les mathématiques, c'est du langage, on les décrit avec un langage. At the end of the day, au bout du compte, voilà, au bout du compte, tout est langage. Et donc, il faut comprendre le langage comme ces structures très puissantes, très générales, dans lesquelles la science, même la perception, sont modélisées pour Langan. Et ce qui est particulier, c'est que c'est une structure absolument générale. Donc c'est avec ce terreau général tautologique de tout ce qui va être décrit dans un langage. Langan a une possibilité de décrire en fait toute la réalité, et c'est ce qui va tâcher de faire. Donc le fait que les lois de la nature soient un langage est particulièrement intéressant pour les scientifiques des sciences naturelles. Dans une certaine mesure, la nature est régulière. Les modèles de base ou les aspects généraux de la nature, de la structure, en fonction desquels elle est appréhendée, qu'ils aient été identifiés de manière catégorique ou non, sont ces lois. L'existence de ces lois est donnée par la stabilité de la perception. Parce que ces modèles répétitifs ou lois universelles décrivent simultanément plusieurs instances ou états de la nature, ils peuvent être considérés comme des instructions distribuées à partir desquelles les auto-instantiations de la nature ne peuvent pas dévier. Ainsi, ils forment un langage de contrôle à travers lequel la nature régule ses auto-instantiations. Donc, les lois naturelles, il y a un aspect important qui est le fait que la stabilité de la perception, pour Langan, c'est la preuve, c'est un des points empiriques qui pointe directement à son édifice rationnel. La stabilité de la perception nous donne le fait qu'il y a un langage qui est capable de se reconnaître, qui est capable
de se maintenir, de se choisir. Donc beaucoup de ce que l'organe développe part de cette stabilité de la perception, qui est un peu la graine de la rationalité euh, qui justifie l'édifice rationnel qu'on peut construire à partir de celle-là. Et donc la régularité de la nature, qui est une hypothèse scientifique classique, elle est interprétée linguistiquement comme le fait que il y a des instructions, des grammaires que si après sujet, verbe, complément, il y a des règles. Ça c'est plus la syntaxe, mais des règles plutôt de transformation grammaticale, ou si c'était l'objet, alors la suite ça va être un pluriel, donc des règles plutôt de transformation de l'état suivant. Et Langan le comprend de manière très générale. Un objet qui tombe, c'est une instance des lois de la gravité. Donc après, quand elle c'est une loi, un langage de contrôle. Et donc si vous faites retomber un autre objet, ben c'est la démonstration d'un langage de contrôle qui est distribué dans la réalité et qui est une instruction totalement distribuée sur le langage. Donc puisque la réalité est langage et puisque la théorie de la réalité va être langage, toutes ces lois vont être des langages de contrôle qui sont distribués de manière tout à fait générale, comme des règles de consommation linguistique constante. Ce langage de contrôle n'est pas du type habituel car il est en quelque sorte intégré au tissu même de la réalité et semble outrepasser les limites connues des systèmes formels. De plus, il est profondément réflexif et autonome en ce qui concerne les opérations de configuration, d'exécution, de lecture-écriture. Seuls quelques-uns des audacieux ont été disposés à réfléchir à la manière dont cela pourrait fonctionner, à demander où les lois pourraient en réalité résider, comment elles pourraient être exprimées et mises en œuvre, pourquoi et comment elles sont apparues, et comment leur consistance et leur universalité sont maintenues. Bien que ces questions présentent clairement un grand intérêt scientifique, la science seule est logiquement insuffisante pour y répondre. Un nouveau cadre explicatif est nécessaire. Cet article décrit ce que l'auteur considère comme le cadre le plus prometteur dans les termes les plus simples et les plus directs possibles. Voilà, donc la stabilité de la perception, c'est le point de départ. C'est un peu comme Kant qui va trouver la source de la vérité face à Hume qui dit que tout est contingence, tout est induit sans aucun fondement rationnel, sans aucune certitude. Voilà. Langan aussi, c'est un discours très général sur l'édifice rationnel qui régule et qui stabilise la perception et qui permet la connaissance et notre expérience. Et donc, encore une fois, ce langage de contrôle qui est un peu le langage a priori de Kant, mais qui est décrit ici non pas au niveau de l'homme, au niveau de la perception humaine, mais plus au niveau de la réalité elle-même. Ce langage de contrôle de la réalité pour la réalité. Et c'est un langage qui n'a rien à voir avec les systèmes formels, donc on pose des constants x et on applique. C'est un langage qui est absolument qui est intégré au tissu, oui, de la réalité. Et il va être autonome parce que on va réfléchir qu'est-ce qui va définir la réalité. Bah, c'est la réalité. Donc il y a une certaine autonomie de ce langage, de ces lois. Et quand il y a une exécution de la réalité, comme on exécute ou quand on lit ce qu'il y a, quand on va réécrire dessus avec nos propres lois dans cette réalité, il y a tous ces processus qui se passent dans un langage extrêmement autonome, extrêmement réflexif. Et voilà, donc il y a peu d'auteurs qui cherchent, qui ont l'ambition de dévoiler les lois. Et Langan va être un de ceux-là. Et il y a un très grand intérêt pour savoir les lois qu'on découvre quand on découvre les lois de la théorie de la relativité générale, de tout ça. Clairement, il y a des lois
où est-ce qu'elles résident, comment elles ont émergé, est-ce qu'il y a une sélection, est-ce que ce sont des questions qui sont primordiales pour savoir comment on structure, comment on comprend la réalité, notre théorie de la réalité, où est-ce que ces lois scientifiques vivent, résident, sont générées, est-ce qu'elles vont continuer demain, donc toutes ces questions sont importantes, et Langan va donner ce qui considère être le modèle le plus prometteur. Sur une note d'indulgence, il a toujours été réconfortant de croire que les méthodes empiriques mathématiques classiques hybrides de la physique et de la cosmologie suffiront à révéler le véritable cœur de la nature. Cependant, de nombreux signaux indiquent qu'il est peut-être temps de tenter une nouvelle approche. Avec les vrais croyants ne se laissant pas intimider par les limitations explicatives mathématiquement factuelles des anciennes méthodes, nous devons bien sûr sympathiser, faire preuve d'empathie. Il est difficile de remettre en question ces investissements antérieurs quand on a déjà investi toute la foi que l'on a. Mais la science et la philosophie ne progressent pas en considérant leur investissement passé comme une fin en soi. L'objet est toujours de préserver ce qui a eu de la valeur dans les méthodes passées, anciennes, tout en joignant de nouvelles méthodes qui affinent, qui précisent leur sens, leur signification, et élargissent leur horizon. Là, Langan est conscient qu'il y a une grande croyance que avec on pose une théorie mathématique, on la confirme empiriquement avec nos modèles cosmologiques, et on retourne jusqu'au Big Bang, on retourne avec les hypothèses, comment tout ça se passait. Il y a un vrai enthousiasme derrière toutes ces méthodes, et même un éloignement de ces méthodes rationnelles où on va comprendre c'est quoi la structure, quelle est la structure de base, c'est un langage. Ça c'est quelque chose que beaucoup de regards ne sont plus là-dedans, ils sont plus dans on a nos outils qui paraissent les plus efficaces, et on met notre cœur dedans, on met notre foi, c'est le faith, il utilise le langage donc on a beaucoup d'investissements, on crée des protections, des barrières pour être bien sûr qu'on n'aille pas au-delà de ces méthodes. Donc il y a beaucoup d'investissements institutionnels, personnels, dans un enthousiasme scientifique derrière ces méthodes, et Langan dit qu'il y a des limitations factuelles qui vont être, je pense, les limites des capacités à modéliser, des ambiguïtés de modèles, les incomplétudes, voilà, des choses qui nous laissent dire, il y a tous ces signaux qui nous font dire en fait le monde n'est peut-être pas juste ces théories mathématiques, il y a des limites qui font qu'on n'arrive pas à répondre à la question du pourquoi, aux questions vraiment englobantes, et on se dit c'est quand même sans fondement absolument l'image d'un cercle rond parfait, on se dit que quand même on va quand même rester sur le cercle, même si c'est des petits, même si ce n'est pas vraiment la forme exacte de la chose, parce qu'on pense que c'est la chose la plus efficace, et on a vraiment une de ces barrières pour être sûr qu'on avance dans cette direction. Et il nous dit bon, voilà, il faut sympathiser avec ces personnes-là, mais il faut aussi avancer, et avancer rationnellement sur quelles sont notre théorie de la réalité qui permet l'intelligibilité, qui permet d'expliquer tout ça. Donc la nouvelle approche que nous allons explorer dans cet article, qui pourrait être décrite de façon pittoresque comme la théorie de la réalité est liée à la théorie du langage, et elles engendrent une synthèse, présente l'avantage de laisser virtuellement intacte l'image actuelle de la réalité. Elle crée simplement une image miroir logique de l'image actuelle, en double expansif, fusionne les moitiés symétriques de l'image résultante et tente d'extraire les implications significatives. La science telle que nous la connaissons est ainsi peu modifiée en contrepartie de ce qui peut, si le destin nous sourit, se révéler être de vastes gains en profondeur
en signification et en pouvoir explicatif. Et sur cette note, je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite un voyage fructueux. Donc, encore une fois, ces méthodes empiriques, une théorie mathématique qu'on confirme empiriquement et on impose des déductions dans notre des mathématiques sont très puissantes et donc le CTMU n'est pas quelque chose qui dit demain tout s'effondre. C'est une méthode qui explique comment cette intelligibilité de la réalité est valide parce que ces lois résident des objets et que finalement l'univers entier est un langage qui permet l'expression de ces lois, qui permet de distribuer ce tissu de langage de contrôle. Mais il y a une image logique qui, donc là, Langan nous dit rien ne change, mais d'un autre côté, ça change aussi quand même pas mal parce que Langan se présente comme un document qui prouve une démarche qui a été très commune, qui est de penser que la science et qu'il y a un dieu unificateur qui va permettre l'expression de lois que nous connaissons ensuite par la raison. C'est une image qui... Donc, toutes ces notions sont des notions qui ont été assez communes, mais c'est un peu... ça me paraît être un électrochoc dans ce que j'ai... Dans ces théories où justement on essaie de réduire l'information, il y a l'ADN, il y a la complexité, ça se développe, sans voir ces problèmes justement que la dualité cartésienne est toujours ici, et toujours un petit peu avec deux modèles qui sont incomplets l'un côté de l'autre, qu'il faut unir. Et donc il y a une préservation de l'image scientifique parce que les sciences sont du langage et ce langage peut être intégré dans des instructions dans les objets, donc il y a une image extrêmement scientifique, extrêmement mathématique, mais qui sort d'une graine qui part de la stabilité de la perception et qui a une déduction logique un petit peu de la structure a priori de la réalité, non pas du point de vue qu'est-ce qui est a priori vrai pour l'homme, l'homme perçoit des objets dans l'espace, dans le temps, l'homme a cette conception, cette raison, mais c'est Langan l'applique ça à la réalité entière, donc la structure a priori de la réalité, dans la graine logique qui fait qu'elle évolue, et c'est ça qui est assez révolutionnaire. Donc il y a la promesse de découvrir des choses un peu révolutionnaires, et tout en gardant beaucoup de ce que la science a fait de mieux et ce qu'elle a réussi à modéliser de façon très enthousiasmante ces dernières années. Et voilà. Merci, et on va sans doute continuer cette lecture avec d'autres passages du CTMU, parce que c'est sympa de parler de ces sujets en français, de s'essayer à ça et de se plonger plus avant vers cette théorie qui est publiée en 2002 et qui est restée, où l'auteur est toujours très actif, et donc il y a des chances que cette théorie qu'est-ce qu'il disait, si le destin nous sourit, donc le destin est en sorte préservé, il y a encore un enthousiasme vers le CTMU, une communauté, et c'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser. Merci.